Donc aujourd'hui, voilà, on va vous présenter 4 solutions innovantes des adhérents du CIUS sur la thématique autonomie et bienveillance. Alors autonomie, on l'a envisagé de 2 façons, c'est-à-dire d'une part, comme on l'entend habituellement pour les personnes âgées, mais ça peut être aussi le sens qu'on donne au fait de pouvoir faire ses actions du quotidien par soi-même. Et dans ce cas, ça touche aussi bien sûr les personnes qui présentent un handicap. Et donc, on aura voilà, 2 solutions côté personnes âgées et côté plutôt handicap pour couvrir un petit peu tout ça. Donc, je vais laisser la parole à nos adhérents et puis après, par la suite, moi, je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur le CIUS, sur le réseau, sur les autres actions, les autres ateliers qu'on peut avoir. Et voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va commencer par la première présentation avec Jérôme d'Accessman. Je passe les slides, Jérôme. Oui, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, je n'ai pas fait vous présenter chaque intervenant parce que vous allez le faire au fur et à mesure. Donc voilà, si tu veux commencer à te présenter, le temps que je fasse le partage d'écran. Très bien, merci Alexandra. Donc bonjour à tous. Oui, effectivement, donc je suis Jérôme Guillemette, je travaille pour la société Accessman. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est accessibilité numérique pour les personnes justement qui vont être atteintes soit de handicap moteur, soit de perte d'autonomie provisoire ou définitive. Et on a mis en place donc plusieurs solutions, dont une technologie qui va être présentée dans le slide d'après, qui s'appelle donc Aide Pilote. Alors donc c'est pour accéder ici à un ordinateur. Donc l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle nécessite aucun autre équipement que la webcam de l'ordinateur, et l'utilisateur va pouvoir, avec les mouvements de la tête et cette webcam, déplacer le curseur et donc pouvoir contrôler un PC juste avec les mouvements de la tête. Voilà, donc il bénéficie de plusieurs réglages. Là, voilà, donc c'est fait maison au niveau de la présentation, mais voilà, il a un certain nombre de réglages qui permet justement d'adapter l'outil à sa pathologie ou sa problématique. Donc voilà, donc il existe, pour ceux que ça peut intéresser, effectivement une solution, une version d'essai qui peut être de 30 jours, qui peut être expérimentée par tout à chacun. Et voilà, donc après je parle effectivement de Pictocom. Jérôme, excuse-moi, oui. Peut-être juste préciser dans quel cas on va proposer, on va utiliser Pilot pour quel type de personnes. Et tu peux prendre ton temps si tu veux détailler un petit peu les modalités. Oui, tout à fait. Donc, ça s'adresse principalement à tous ceux qui ne peuvent pas utiliser le clavier ou la souris. Donc, on va parler de handicap généralement au niveau des membres supérieurs. Et donc, un certain nombre d'utilisateurs vont avoir recours à des solutions qui en passent par un équipement particulier. Je pense notamment au eye tracking avec une barre infrarouge. Là, l'intérêt, c'est vraiment qu'il n'y a aucun autre équipement. Donc, l'utilisateur télécharge le logiciel, l'installe par le biais généralement d'un aidant, et après, donc, peut utiliser justement son ordinateur et toutes les fonctionnalités. Voilà, juste avec les mouvements de sa tête. Voilà, donc ça s'adresse, je vous dis, aux personnes atteintes de handicap ou nécessairement en perte d'autonomie, c'est-à-dire voilà, un certain nombre de pathologies également qui peuvent nécessiter justement ce type d'installation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà. Donc, on retrouve ce mode d'interaction dans un système qui s'appelle Pictocom. Donc, Pictocom, là, c'est un logiciel qui va servir à la fois à communiquer pour ceux qui ont des problèmes de langage traditionnel, donc qui va utiliser une interface. L'intérêt, c'est que c'est entièrement personnalisable, donc on peut vraiment le disposer de la manière dont on le souhaite et donner donc un certain nombre de tunnels de communication pour les personnes, et chaque partie de Pictocom peut être également associée à des fonctions domotiques. Donc, on en revient notamment à l'autonomie, puisque chaque pictogramme peut être associé à une fonction par le biais généralement de l'infrarouge, je vais y revenir un petit peu après,
et va pouvoir piloter donc l'ensemble de dispositifs voilà, qui peuvent être équipés dans son environnement. Donc, je pense principalement au plus simple, mais à la télévision. Donc, il peut changer les chaînes de la télévision. Il peut également donc interagir avec les volets roulants. Et après, tout dépend de l'environnement, je vous dis, dans lequel il se situe. Donc, sur le slide d'après, on va retrouver les modes d'interaction avec Pictocom. Donc, bien sûr, être pilote dont je viens de vous parler. Il existe également un mode séquentiel. Alors, l'intérêt du mode séquentiel, c'est qu'on peut le relier avec n'importe quel type de contacteur. Donc ça, dans la partie handicap, effectivement, certaines personnes ont des contacteurs bien spécifiques voilà, qui leur sont dédiés, et on peut y greffer justement n'importe quel type de contacteur pour utiliser un mode séquentiel qui va revenir à choisir tout d'abord la ligne, puis ensuite le pictogramme ou par défilement continu. Bien sûr, il peut utiliser la tablette, c'est équipé en mode tactile, ou la souris traditionnelle. Voilà, donc là, on voit les dispositifs qui peuvent être adaptés. On a également créé un adaptateur qui s'appelle justement l'Access Switch. Alors, l'intérêt de cet adaptateur, justement, c'est de pouvoir y relier des contacteurs qui se terminent par une petite fiche jack et qui va émuler justement une action souris ou une touche clavier. Donc, on fait correspondre avec notre logiciel, mais on peut l'envisager également sur un ordinateur qui n'est pas équipé du logiciel Pictocom, où là, l'utilisateur peut émuler justement une action directement sur le PC. D'accord, donc en fait, on va adapter le contacteur comme si c'était une souris. Exactement, exactement, parce que si l'on branche un contacteur directement sur un PC, il ne va rien se passer. Le signal n'est pas transformé et il n'y aura aucune action. L'intérêt de ce genre de dispositif, c'est de pouvoir avoir justement une action qui est reliée justement à l'ordinateur. Donc, ça permet également de communiquer avec d'autres logiciels qui vont répondre à la touche entrée, à la touche F12, enfin voilà, tout dépend de la configuration. Et on peut le paramétrer, donc assez facilement avec un logiciel qui est fourni avec, ou également traditionnellement, pour ceux qui connaissent le Swifty, avec des mini-switches qu'on peut paramétrer pour avoir une touche spécifique. Mais là, on est dans un environnement plus particulier quand on n'utilise pas le logiciel qui est fourni avec. Le logiciel Access Switch. Dans la slide suivante, on va retrouver également la gestion de la domotique, justement, avec les différents modes d'interaction qu'on peut trouver là vis-à-vis des dispositifs domotiques. Donc, nous, on s'appuie principalement sur l'infrarouge, parce que l'infrarouge a l'avantage, notamment pour les services de santé ou les services qui accueillent les personnes concernées, de rester uniquement dans l'environnement de la pièce et de ne pas interférer dans des pièces voisines. Donc, on utilise l'IR-Trans, qui est un dispositif, c'est comme une télécommande universelle, et ce boîtier va pouvoir apprendre le signal d'une télécommande infrarouge et ensuite le reproduire à demande. On peut également envisager une communication par le biais de liens, de URL auprès de box, des box domotiques, ou également utiliser tout simplement la synthèse vocale de Pictocom pour communiquer avec une enceinte connectée. Voilà, il se trouve que l'enceinte connectée, la synthèse vocale a un atout quand même particulier, c'est que la voix est parfaitement audible par l'enceinte connectée. Et donc, si le dispositif existe déjà, voilà, il s'adaptera immédiatement. Ensuite, dans le slide suivant, vous allez retrouver donc voilà, le tunnel de communication qu'on peut envisager. Donc, l'idée, c'est que derrière chaque pictogramme, on peut envisager une autre page, une autre arborescence, et ainsi de suite. Et donc, on peut créer comme ça des arborescences plus ou moins complexes selon la destination du logiciel. Et Jérôme, ça se fait sur demande auprès de vos services. Chaque personne peut demander à personnaliser. Alors, nous, on travaille principalement. On le fait soi-même, voilà. Voilà, là, on travaille principalement avec des services de santé, justement, qui accueillent les personnes concernées. Donc, on va leur proposer une arborescence en fonction de leurs besoins. Donc là, il y a une étude qui est faite. On leur crée l'arborescence, la personnalisation au plus proche des besoins attendus. Et après, on complète par une formation pour ceux qui le souhaitent, justement, qui est assez rapide. C'est une formation vraiment d'utilisation qui permet d'accélérer la prise en main.
et pour paramétrer justement chaque arborescence en fonction et la faire évoluer également en fonction soit des besoins, soit de la pathologie. Mais c'est comment dire, un logiciel qui va être très intuitif quand même au niveau de l'édition, parce qu'on souhaite effectivement que n'importe quel aidant notamment puisse facilement transformer les arborescences qui sont mis à disposition. Donc là, j'ai fait quelques captures effectivement de ce qu'on peut envisager, alors notamment vis-à-vis de la télévision. Donc là, on peut retrouver soit par le biais des logos, soit par le biais d'une télécommande les principales interactions. Donc on peut grossir, voilà, c'est vraiment, tout est entièrement personnalisable et paramétrable. Donc là, c'est juste une suggestion d'utilisation. Et on peut, par exemple, agrandir les pictogrammes s'il s'agit d'une personne qui a également des problèmes de déficience visuelle ou qui va reconnaître assez mal justement des petits formats. Donc là, on peut tout agrandir et mettre vraiment adapter le système. Ça, c'est vraiment intéressant hein, pour quand on parle d'autonomie au quotidien, ne serait-ce que voilà, changer la chaîne de télévision, ça peut paraître futile, mais en fait, mais c'est une action, voilà, c'est une action qui est souvent répétée dans le milieu hospitalier, notamment le personnel soignant pratique un certain nombre d'actions qui sont liées plus au confort forcément du patient. Et changer la chaîne, la télévision notamment, c'est quelque chose qui est assez chronophage parce que bon, il faut monter le volume, il faut changer la chaîne, il faut suivre le programme, il faut attendre que l'infirmière passe. Donc là, voilà, l'intérêt c'est que le patient puisse le faire vraiment sans demande extérieure. Voilà. Après, vous avez encore d'autres types d'arborescence, donc là, principalement domotique. Donc les illustrations qui sont proposées peuvent être modifiées, hein, bien entendu, et on va retrouver donc les principaux thèmes de domotique avec le volet roulant, les portes d'entrée, le lit médicalisé également, à partir du moment où il est infrarouge. Donc ça, c'est intéressant parce que l'utilisateur peut lui-même régler le lit infrarouge selon son besoin. Il peut également donc contrôler une radio infrarouge, un téléphone ou tout simplement les lumières. Et on voit la taille des pictogrammes, vous voyez, qui peuvent évoluer selon le besoin. Il peut y avoir des arborescences avec une trentaine de pictogrammes ou simplement 2 pictogrammes affichés. Voilà, selon le besoin. Donc sur le slide d'après également, quelque chose qui est beaucoup utilisé, ce sont les échelles d'évaluation de la douleur. Parce qu'effectivement, à partir du moment où la communication est compliquée avec une personne, des fois, il est très, très dur d'obtenir justement des informations précises quant à la douleur ou à la gêne qu'il pourrait ressentir. Donc là, on a mis en place avec du personnel médical notamment, des exemples d'interfaces qui vont permettre d'évaluer sur une échelle, de localiser et également de définir le type de douleur. Et l'intérêt du pictogramme, c'est que voilà, on va tout de suite pouvoir faire correspondre notamment le type de douleur à une action justement de sélection. Et ça, Jérôme, c'est enregistré quelque part les sensations ou bien c'est simplement quand on est face à un professionnel de santé pour lui montrer? Ou bien est-ce que ça peut faire l'objet d'un enregistrement quelque part? Alors, pour l'instant, tout est enregistré en local. C'est vrai qu'à terme, on aimerait bien une diffusion par le biais d'un cloud, tout simplement. Il y aurait un partage justement de ce type d'arborescence. L'arborescence d'évaluation de la douleur, c'est quelque chose qu'on propose, dont on a bien entendu, on a déjà quelques exemples. Mais après, vraiment, le but du système, c'est vraiment que l'aidant ou que la personne qui accompagne justement le patient puisse le mettre vers moi selon vraiment les besoins attendus. Voilà. Mais on peut communiquer justement le fichier. Et chaque profil peut être également, bien sûr, sauvegardé selon les besoins. Alors là, oui, effectivement, je fais une petite aparté également sur un autre système d'interaction qu'on a développé, donc qui est vraiment très particulier, étant donné que c'est destiné, donc ça s'appelle MindPilot, c'est destiné aux personnes là, qui ne peuvent plus avoir d'autres moyens d'interaction que le mouvement des paupières. Donc, on a créé un dispositif qui va recueillir le signal neuronal avec des patchs ECG ou des patchs EMG qu'on vient disposer sur le front. On récupère le signal et quand le patient cligne des paupières volontairement, ça permet de faire interagir le mode séquentiel justement de Pictocom. Donc là, le patient pour qui il ne reste malheureusement plus, donc on parle principalement de pathologies assez lourdes de type SLA,
mais c'est un dispositif qui n'existe pas ailleurs et qui permet justement d'avoir quand même un mode d'interaction. Et dernièrement, j'ai pu en faire l'essai justement pour une personne qui avait besoin d'une alarme, de déclenchement d'une alarme et qui ne pouvait plus rien bouger, si ce n'est justement très peu ses paupières. Voilà, donc là, c'est assez précis comme solution. C'est destiné à des personnes vraiment particulières, mais c'est intéressant de pouvoir justement solutionner ce genre de problématique. Également donc en cours de développement. Donc là, on est sur un autre système qui va être destiné aux déficients visuels, qui s'appelle Taxonder. Ce système qui est en cours de développement va reprendre ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que la personne qui ne va pas pouvoir prendre connaissance notamment d'un site internet va quand même avoir une suggestion sonore des différents mots-clés qui se composent sur la page et va pouvoir sélectionner un environnement en fonction justement de l'intérêt qu'il porte à l'article. Voilà, donc c'est reproduit en nuage de mots et donc ça permet effectivement d'aller chercher un mot. Et je prends toujours l'exemple quand on est dans une soirée un peu bruyante, il suffit qu'on ait un intérêt particulier pour l'équitation par exemple, et si le mot cheval arrive à votre oreille, effectivement vous allez tout de suite être attiré par ce mot-là. Et on va reprendre ce même principe de nuage sonore et la personne va pouvoir s'orienter comme ça sur les différents sites internet. Je voulais juste également parler d'une dernière solution que nous avons, que j'ai pas mis dans la présentation, qui s'appelle Ability Browser. Donc là, ça va être un navigateur qui va reprendre EdPilot et qui va permettre aux personnes de naviguer sur Internet avec les mêmes fonctionnalités qu'EdPilot, c'est-à-dire uniquement avec les mouvements de la tête. Voilà, c'est une solution qui est gratuite et qui peut se télécharger sur n'importe quel support. Et quand on parle de repos des dents, notamment, ça permet effectivement pour la personne qui souhaite aller sur Internet et puis aller naviguer, aller découvrir toutes les sources d'intérêt, de le faire en autonomie sans avoir besoin d'une tierce personne et toujours avec les mouvements de la tête. Voilà pour ma présentation. J'espère que vous avez saisi l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis prêt à répondre à quelques questions s'il y en a. Moi, j'ai une question, c'est formidable, franchement, ce que vous faites. Et là, vous disiez à l'instant que c'était un logiciel gratuit, mais c'est le dernier dont vous parlez. Le reste, j'imagine. Voilà. Voilà. Après, au niveau de la tarification, on ne se cache pas parce qu'on sait très très bien que voilà, dans le domaine du handicap, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que voilà, les budgets sont relativement des fois limités. Donc c'est pour ça qu'on a choisi vraiment Ability Browser soit gratuit pour les utilisateurs et on met à contribution les sites partenaires, comme le site d'ailleurs du CU Santé, pour justement rendre accessible leur site de cette manière. Donc on essaie de trouver un équilibre justement entre l'intérêt que peut avoir l'utilisateur à aller sur tel ou tel site et des sites de pouvoir justement offrir ce type d'accessibilité. Au niveau d'EdPilot, c'est une solution qui coûte 345 €. Vous voyez, donc voilà. Donc là, c'est pour prendre en charge la commande d'un PC. Et au niveau du logiciel Pictocom, alors c'est un peu plus complexe. Généralement, on travaille toujours sur devis parce que le logiciel en lui-même fait 690 €, mais il faut quand même compter le support et éventuellement toutes les interactions après qu'il peut y avoir avec la partie domotique. Donc tout dépend des modules qui viennent se greffer. Donc là, on évalue au coup par coup voilà, la tarification en fonction du besoin. D'accord. Parce que quand vous dites 345 €, c'est sur une année ou c'est… Comme un logiciel, c'est attaché au support. C'est-à-dire que voilà, vous le téléchargez, le PC est équipé du logiciel, comme tout ce qui peut être logiciel Word, Excel, enfin voilà, c'est le même principe. Oui, c'est en une fois. C'est en une fois, voilà. Donc il n'y a pas de récurrence annuelle. D'accord. Et on invite bien sûr tout le monde à en faire l'essai, voilà, ne serait-ce que pour pouvoir soi-même naviguer sur son ordinateur sans toucher le clavier.
C'est toujours une expérience intéressante. Donc là, on vient de refaire notre site internet, il est tout nouveau. Voilà, je vous invite à la fois être tolérant, mais à la fois à rendre visite également. Et vous pouvez télécharger justement ce logiciel et vous avez les explications également avec. Et on travaille également donc sur des ajustements, des développements technologiques en fonction justement de certaines autres solutions qui auraient besoin de ce type de technologie justement pour couvrir un champ d'utilisation plus important. Sur une solution qui est plutôt autonomie. Donc je vois que Baptiste et Motivi sont prêts depuis tout à l'heure avec la télévision allumée. Donc on va aller voir ce qui se passe de ce côté, pourquoi il y a une télévision allumée derrière eux. Ils vont répondre à cette question. Bonjour à tous. Merci Alexandra pour le teasing. En effet, depuis tout à l'heure, on regarde les feux de l'amour. Alors, pourquoi on regarde les feux de l'amour? Parce que le sujet, là, c'est de parler d'isolement affectif et plus particulièrement de parler d'isolement chez les personnes âgées. Alors, on le sait tous mais il y a des études qui le montrent, que être isolé, rompre les liens sociaux, eh bien, ça entraîne vers la dépression, ça peut entraîner des maladies et en fin de compte, ça peut même réduire l'espérance de vie. Donc en fait, voilà, ce qui s'est passé l'année dernière pendant le premier confinement, c'est que nous, on a vécu de la même façon que les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on était obligés de rester chez nous. On n'a pas pu avoir de visite de l'extérieur. Par contre, la grosse différence, contrairement à eux, c'est que nous, on avait accès à la technologie et surtout, on savait comment s'en servir pour rester en communication, pour rester en lien avec nos amis, avec nos proches. Donc, on a tous fait des apéros Zoom ou bien des visios sur WhatsApp, sauf que nos papis, nos mamies, nos parents qui sont restés à domicile ou qui étaient en EHPAD, ils n'ont pas eu accès à tout ça. Alors aujourd'hui, c'est assez évident pour tout le monde parce que tout le monde l'a vécu. En réalité, ce problème-là, il existe bien avant le Covid et c'est une réalité pour ces personnes âgées depuis bien longtemps. On peut même parler en période de grippe, d'épisodes de grippe aiguë. Bien en fait, certains EHPAD sont confinés, réduisent les visites, de la même façon que ça a été le cas pendant cette pandémie de Covid. Alors, nous, donc moi, je m'appelle Baptiste Philibert, je suis un des cofondateurs de Emotivi. À côté de moi, il y a mon collègue Thomas qui s'occupe du support chez nous. Et nous, chez Emotivi, on n'a pas attendu finalement le Covid pour s'adresser à ce problème d'isolement. Alors, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, bon, comment on peut répondre à cette problématique? Est-ce qu'on redéveloppe une nouvelle application? Est-ce qu'on essaye de faire une nouvelle solution encore sur tablette? Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de partir dans cette direction-là. Parce que d'abord, il y a des choses qui existent, mais surtout, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que un smartphone, une tablette, c'est pas du tout adapté à une personne âgée. C'est un écran tactile, etc. Comment je fais pour le recharger? C'est quoi le Wi-Fi? De toute façon, ça ne marche pas. Alors, on a réfléchi et on s'est dit quel est l'objet qui est rassurant pour ces personnes-là? Quel est l'objet qui est présent dans chaque foyer, qui est présent dans chaque chambre à l'hôpital, en EHPAD? Et bien, en fait, il est juste derrière nous, cet objet. Donc, c'est la télévision. Donc, on est parti sur cette approche-là. Et on s'est dit, voilà, comment on va pouvoir offrir enfin de la visio directement en utilisant la télévision et surtout sans changer les habitudes des personnes âgées.
Donc c'est comme ça qu'est né Emotivie. Et Emotivie, donc aujourd'hui, c'est un petit boîtier qu'on va installer derrière la télévision. Donc il n'y a pas besoin d'acheter une Smart TV ou de changer de matériel, etc. Le but, c'est vraiment de s'adapter à l'existant et de ne pas changer les habitudes des personnes âgées. Donc ce petit boîtier Emotivie, en fait, il est intelligent. Et d'ailleurs, on a déposé un brevet par rapport à ça, par rapport à ce concept-là. Et il va donc venir s'intégrer à la télévision de la personne. Et il va entièrement gommer les choses compliquées, il va gommer la technologie, et il va s'occuper de tout à la place de la personne. Donc, ça consiste donc en un petit boîtier qu'on branche dans la télévision, un avertisseur lumineux qu'on devine ici en bas à droite parce que l'écran est un petit peu loin, et puis une caméra qui est placée au-dessus de la télévision. Et pour finir, le seul objet qui permet d'interagir avec le système, c'est ce petit bouton-là. Ce petit bouton, en fait, il permet à la personne de décrocher quand il y a un appel entrant. Donc, on va faire une démonstration juste après parce que ça sera beaucoup plus parlant. En attendant, donc nous, on est une start-up. Ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur le produit. On est une équipe d'environ 10 personnes qui est basée à Sophia Antipolis. On commercialise au grand public depuis quelques temps déjà et on a de très bons retours. Et aujourd'hui, on commence à se déployer vers les établissements type EHPAD. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, là, il y a une problématique bien spéciale. C'est la prise de rendez-vous. Parce que comment ça s'est passé pendant, encore une fois, si on reprend l'exemple du premier confinement, comment ça s'est passé quand l'établissement il est fermé aux visites, fermé aux familles? Ben, en fait, les familles elles vont téléphoner à l'établissement, elles vont demander à parler à leurs parents qui est dans sa chambre. Elles vont demander à faire une visio. Et là, comment ça se passe? Il y a le personnel encadrant qui est mobilisé et qui va devoir convenir d'une heure, d'une date avec la famille. Et ensuite, à la date et à l'heure indiquée, il va falloir qu'elle se rende dans la chambre du résident. Et là, encore une fois, comment ça va se passer? Avec un peu de chance, l'établissement, il a déjà des tablettes avec quelque chose comme Teams qui est installé ou une autre solution. Dans le pire des cas, et ça je l'ai vécu personnellement, ça va être une aide-soignante qui va prendre son WhatsApp, qui va donner son numéro et qui va rester à côté de la personne en tenant le téléphone et en restant à côté pour pouvoir faire la visio avec la famille. Donc, en termes d'intimité, de vie privée, c'est quand même pas génial. Donc nous, avec Emotivie, ce qu'on permet de faire, c'est de redonner de l'autonomie et de redonner de l'autonomie à la fois aux familles, aux résidents, mais aussi au personnel. Parce qu'ils n'ont plus besoin de gérer ça en plus de tout le reste. Donc là, en fait, ça va se faire de façon naturelle sans devoir faire intervenir les membres du personnel. Donc là, on a remporté l'appel à projet Smartville qui avait été lancé au niveau du département. Et on est en train de se déployer dans 4 établissements, plus le centre héliomarin. Tout ça, ce sont des projets qui sont en cours parce qu'il y a un vrai besoin et Emotivie répond à la problématique. Cette semaine, on avait rendez-vous avec le CCAS d'Antibes aussi. Donc, je sais que j'ai entendu qu'il y avait une personne qui représentait CCAS de Nice, donc ça serait intéressant qu'on puisse discuter. Il y a des mutuelles aussi, j'ai entendu. Donc, les mutuelles aussi sont intéressées pour proposer notre solution. Il y a tout ce qui est société de services d'aide à la personne aussi, qui voient en Emotivie un vrai avantage et qui souhaiteraient le proposer à leurs patients, à leurs clients. Donc voilà, le spectre, il est assez large. Et pour terminer, avant de passer à la démonstration, j'en profite que vous soyez réunis pour vous dire que là, on est en train de verrouiller une deuxième levée de fonds. Donc, c'est sur la fin. On va faire jouer aussi la BPI qui nous soutient depuis le début de l'aventure.
mais il reste encore une partie du capital qui est ouvert et qui est dispo. Donc, si dans votre réseau, vous connaissez des investisseurs qui seraient intéressés, il y a la possibilité encore de prendre à hauteur de 100 ou 150 000 euros de capital dans la société. Donc, j'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et on va passer à la démo. Et maintenant, donc, je vais me transformer en Edmond, qui a 80 ans et qui donc est en train de regarder les feux de l'amour tranquillement chez lui. Et on va voir un peu comment ça se passe parce que Thomas, son petit-fils, il va vouloir, il veut lui faire un petit coucou en visio. Et donc Thomas, alors, donc moi je suis installé tranquillement devant la télé. Et Thomas, en fait, il va se connecter sur emotiv.fr. Alors peut-être tu peux t'approcher encore un petit peu parce qu'on voit pas trop. Donc là, il utilise son smartphone parce que Thomas, il est jeune, ça va, mais on peut très bien utiliser, ça marche aussi sur une tablette ou sur un ordinateur, en fait, sur n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est du web. Donc Thomas, il se connecte sur emotiv et il va juste appuyer sur le bouton appel vidéo. Voilà. Et donc, vas-y, tu peux démarrer, tu peux m'appeler. Voilà, donc là, ça se met en route et là, derrière la télévision, en fait, elle commence à réagir. Donc, il y a l'indicateur lumineux qui se met en route. La télévision, automatiquement, elle bascule sur emotiv. Elle m'indique que c'est Thomas qui est en train de téléphoner. Et moi, comme ça va, je peux encore me servir de mes mains, j'ai de la chance. J'utilise le bouton parce que c'est moi qui veux garder la main. Je vais appuyer une fois dessus. Et à ce moment-là, la visio avec Thomas, et voilà, elle commence. Alors, on va avoir un peu de l'arsène peut-être parce qu'on est dans la même pièce, mais même pas. Coucou papy. Ça va Thomas? Ça va toi? Bah moi ça va super. Aujourd'hui? Je fais une visio avec le CUS parce que je suis très dynamique. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Et là Thomas il va raccrocher et donc automatiquement la télévision en fait elle va pas me déranger. Elle va me remettre dans l'état où elle était précédemment. C'est-à-dire qu'elle va me remettre devant les feux de l'amour pour que je puisse terminer mon épisode tranquillement. Voilà, il y a plein d'autres petites fonctionnalités, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut évidemment partager, envoyer des photos, des messages, tout ça c'est partagé avec tous les membres de la famille. Voilà, il y a plein d'autres petites fonctionnalités, mais on va dire que là, la base d'Emotiv est ici. On a terminé. Merci Thomas pour l'appel et merci à vous tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était top. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions? Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question en termes de tarifs. Si vous pouvez développer un peu par rapport à la personne âgée, combien ça lui... Voilà, quel est le coût de revient pour la personne âgée ou la famille? C'est vrai, j'en ai pas parlé. En fait, là, on est sur 30 € TTC par mois, sans engagement. Et comme on est agréé service à la personne, on peut bénéficier d'une remise de 50% sous forme de crédit d'impôt sur sa déclaration. Donc, au final, ça revient à 15 € TTC par mois. Voilà, pour ceux qui sont imposables, c'est ça? Pour ceux qui sont imposables, même je pense que c'est directement, après, ça peut directement venir en déduction. D'accord, ok. Il y a un nom idem pour la famille, du coup, en fait, c'est un package. C'est un package, en fait, c'est pour une personne chez qui Emotiv est installé. C'est ça. Ensuite, derrière, il y a autant de personnes, autant de membres de la famille que l'on veut, c'est vraiment illimité, qui vont pouvoir utiliser le système pour aller faire des visios avec la personne âgée. D'accord. Et du coup, vous disiez, il n'y a pas besoin d'avoir une smart télé, il faut quand même un écran plat, j'imagine? Voilà, il faut une télé relativement récente, mais enfin, dans nos clients, on a des personnes avec des vieilles télés. Il faut un port HDMI. Voilà, ça c'est la. C'est le port USB, hein, d'accord. HDMI, voilà. HDMI, ok, j'avais pas entendu. D'accord.
Oui, après, au niveau des connexions, il faut une connexion Internet chez la personne. Je suis désolée, du coup, il a été dit en début, j'ai oublié. C'est ça, il faut une connexion. Donc soit Wi-Fi, soit filaire. Sinon, ça peut fonctionner aussi à l'aide d'une clé 4G. Ok. Parce que après, souvent, c'est ça qui peut bloquer chez les personnes âgées, c'est un peu la connexion Internet. Oui, parce que c'est vrai, ils n'ont pas tous une box orange à la maison. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Françoise, vous avez une question? Non, j'ai plus de questions parce que c'était les mêmes. Et merci en tous les cas parce que c'est un service très utile. Merci beaucoup. On a encore 2 solutions à vous présenter aujourd'hui, donc on va enchaîner. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter Helpies, qui date, la création de l'application date de 2015-2016, et dont le déploiement est assuré par l'association du même nom, qui est basée à Sophia Antipolis. Notre adhésion au CIS date de 2017-2018, je crois, et depuis ce moment-là, on a plaisir à partager les avantages de l'application. L'application, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté d'entraide et de bienveillance qui s'appelle Helpies. C'est un petit anglicisme, un jeu de mots entre Help Please, et ça, qui permet à des personnes en situation de handicap de se signaler et de demander de l'aide lorsqu'une situation devient difficile pour elles dans l'activité du quotidien qu'elles pratiquent. C'est disponible sur les Apple Store et Google Play. Helpies, en quelques données, c'est une communauté de 6000 utilisateurs finaux, qu'on appelle les Helpiesers. C'est 4300, on a dépassé les 4005 il n'y a pas très longtemps, aidants aidés, et on verra tout à l'heure pourquoi on ne fait pas de distinguo entre l'aidant et l'aidé. Et on compte aujourd'hui une centaine de Helpy Zones, c'est-à-dire des lieux de vie qui sont identifiés sur la cartographie de l'application. Alors Helpy, c'est plus qu'un outil de géolocalisation, c'est un outil d'inclusion, au sens où on va permettre, lorsqu'on déploie l'outil en marque blanche dans certains établissements, certains groupes, permettre une accessibilité, une inclusion plus forte et plus importante dans les organisations. C'est un outil multimodal, c'est un outil de mobilité multimodal parce que en fait, l'utilisateur va pouvoir planifier plusieurs modes de déplacement, ce qu'on appelle dans l'application les activités. Donc on va pouvoir enchaîner par exemple une activité déplacement en vélo, puis bus, puis tram, et en fait c'est ce qui fait de l'application le sens de un outil de mobilité. On y a intégré dès le départ, depuis 2016, un bouton SOS qu'on a largement diffusé, on est aujourd'hui largement copie. D'urgence sur les services compétents médicaux ou la police, ou bien l'urgence en direction des aidants les plus proches. Et puis c'est aussi des fonctionnalités qui rassurent. On ne décrit pas la maladie en fait, on ne décrit pas, on décrit plutôt l'aide dont on a besoin dans une activité. Et comme il existe une centaine d'activités, on va programmer ces activités et on va informer la personne, la communauté, du degré d'autonomie que je possède dans cette activité-là. En plus, pour mettre un petit peu de piquant, on y a rajouté un peu de gamification, de jeu, où on va évaluer les helplisers, qu'ils soient aidants ou qu'ils soient aidés. Ce qui va leur attribuer un indice de confiance et qui va faire grandir la communauté dans cette confiance et cette sécurité. Helpy, c'est 5 modules qui interagissent. Un module de profil où on va déclarer ses activités. Alors,
On a fait le choix, je développerai un petit peu plus tard, de ne pas faire de distinguo entre un aidant ou un aidé, parce qu'on estime que une personne en situation de fragilité ou une personne handicapée peut très bien venir en aide à une autre personne. Un autre module qui est les activités, où on va en fait déclarer le niveau d'autonomie qu'on a dans ces activités-là et en fait le type d'aide dont on a besoin très spécifiquement dans cette activité-là. Un module de planification qui est en train d'être amélioré dans une future V3, le module de Help is Home et puis un module de communication avec toutes les notifications. Le profil aidant aidé, j'en ai largement parlé. En fait, on voit que il est fait pour que les personnes soient en sécurité maximale. C'est-à-dire que on a ici un indice de confiance de la personne qui est évalué par la communauté. On peut être disponible sur la carte mais invisible, ce qui permet d'être pas sollicité tout le temps, soit en tant qu'aidé ou aidant. On a choisi d'être en fait de jouer la sécurité. On a la possibilité de mettre le degré d'autonomie dont qu'on estime. Alors bien évidemment, il n'y a rien de mathématique là-dedans, mais c'est simplement l'utilisateur qui va dire bah, moi sur l'activité marche à pied, je suis autonome à 80%. Et les 20% qui restent, en fait, je vais décrire ce dont j'ai besoin. C'est ça l'idée. On voit ici en fait à quoi ressemble cette description d'autonomie. Ici, le bouton SOS, ma liste d'aidants favoris qui est disponible sur l'application. Et effectivement, la bienveillance n'appartient pas à commande des valides. Une personne fragile peut aider également. Alors, comment ça se passe, la gestion des activités des demandes d'aide? En fait, on va par activité, je vais démarrer mon activité transport. Ça va envoyer une première, alors je vais la programmer. Ça va envoyer une première notification aux alentours dans un rayon de 5 km à tous les helpisers, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont téléchargé l'application. Et on voit, ça se matérialise par une main verte. Donc les personnes qui sont disponibles et qui n'ont pas démarré d'activité, mais qui sont prêtes à aider. Et puis une petite main orange qui dit que, attention, Daniel, il a démarré l'activité marche à pied, ou rando, ou tennis, ou cheval, équitation, et que potentiellement, à un moment, il pourra vous faire appel à votre bienveillance pour lui venir en aide. Et lorsque là, effectivement, j'ai besoin d'une aide, je vais appuyer sur un deuxième bouton. Et là, ça va envoyer une deuxième notification. Et il va y avoir tout un échange de communication entre l'aidant et l'aidé, sachant que c'est la personne qui a besoin d'aide qui va aller solliciter la personne qui souhaite aider. L'aidant va communiquer ses coordonnées. Alors, c'est un outil qui est sécurisé, une communauté qui est sécurisée. On a voulu prendre toutes les précautions d'usage dès 2015 parce que on nous a dit oui, bah, il y a des personnes qui ont un esprit malveillant, mais dans toutes les communautés, et ça malheureusement, on ne peut pas y échapper. On a un indice de confiance, on a un bouton SOS, on a le choix d'être visible ou pas sur la cartographie. On a le choix aussi de rendre visibles les informations sur les activités et on a bien entendu des notifications qui sont envoyées à nos aidants les plus proches, nos aidants naturels, et puis si on dépose cette application dans un contexte professionnel, à nos aidants, on va dire, professionnels. C'est une communauté qui n'est pas intrusive. En fait, dans la plupart des solutions qui existent, en fait, vous êtes identifié avec votre adresse et on sait où vous habitez. Là, c'est pas le cas. Là, on voit véritablement lorsque vous utilisez l'application et non pas là où vous habitez. Alors, dès demain ou après-demain, on a, dans la continuité de l'application, voulu que tous les utilisateurs soient formés en fait à la bienveillance entre guillemets. Alors c'est très prétentieux, mais
L'idée, c'est au travers d'un outil qu'on a développé qui s'appelle Ampoule for Care et qui va permettre en fait aux aidants d'apporter les gestes les plus adaptés à toutes les situations des personnes en situation de handicap. Donc, ce qui va venir contribuer à apporter un indice de confiance un peu plus, on va dire, un peu plus costaud que ce qui existe aujourd'hui. Enfin, les helpizones sont des lieux de vie et d'entraide, donc il y en a une centaine qui sont en cours de validation et qui permettent en fait aux helpiseurs de la communauté de se rendre dans ces établissements parce qu'on est sûr que dans ces helpizones, on a l'assurance que l'accueil de ces personnes sera des meilleurs possibles pour assurer un service adapté et une bienveillance à la personne qui vient visiter, par exemple, soit l'IAE, soit le supermarché du coin. Voilà. Enfin, Helpis peut se développer en marque blanche, c'est-à-dire qu'on va créer une communauté privative inclusive et de bienveillance. On avait proposé ça effectivement dans le cadre du CNCPH. Donc c'est vraiment une communauté qui est fermée, réservée soit à des groupes d'entreprises, un groupement d'entreprises ou une grande communauté associative, qui va permettre de favoriser l'inclusion, l'entraide. Donc il y a un projet qui est encore dans les tuyaux avec par exemple l'UCA, l'Université Côte d'Azur, qui était de déployer toute une communauté privative avec cette bienveillance et cette entraide à la fois pour les étudiants, les alumni, les salariés de l'UCA, l'Université Côte d'Azur, donc ce qui permettrait une meilleure intégration et une université inclusive pour tous. Voilà, en quelques mots, Helpis. Alors, je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Il y a des questions, des réactions? Je voulais savoir si ça se déployait partout, sur toute la France. Bien sûr. En fait, alors, il faut savoir que l'application est gratuite aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'assez essentiel pour tous les utilisateurs. Et on est pour les 4 coins de l'Hexagone, elle se télécharge du coin de la Bretagne jusqu'à l'extrême est de notre département. On a vu pendant le premier confinement que l'application a eu beaucoup de trafic et beaucoup d'entraide et beaucoup d'actions positives se sont déroulées avec l'application parce que les personnes étaient isolées, on ne pouvait pas sortir. Et puis, on a vu des actions positives à Toulouse, Bordeaux, Lille, Rennes, voilà, dans toutes les grandes villes, Lyon, bien entendu, Nice, etc., etc. Donc, c'est dans tout l'Hexagone. On a le souhait de le déployer à Genève et puis dans tous les pays francophones. Ça répond à votre question. Oui, tout à fait, merci. Ouais, moi, je trouve ça super, cet aspect qui est un peu commun aux 4 solutions d'aujourd'hui. On verra aussi tout à l'heure avec Omid, mais l'aspect vraiment bienveillance, voilà, qui est une valeur qui est beaucoup revenue depuis les confinements. Et faire une petite formation à la bienveillance, c'est sympa parce que c'est pas quelque chose qu'on valorise forcément en temps normal. Et ça me fait penser un petit peu à Karine, ce que vous disiez au début, de faire un groupe d'entraide entre jeunes aidants. Je ne sais pas si ça pourrait peut-être les intéresser d'avoir Helpis. Bon, voilà, là, ce serait plus une aide mentale, morale pour se soutenir. C'est moins du côté handicap, mais en tout cas, le principe peut être étendu. Voilà. Alors, ce qui est rassurant aussi, c'est du côté des aidants où en fait on sait que tout au travers de son parcours, si on peut appeler ça un parcours, si je vais d'un point A à un point B, je vais me rendre de Valbonne à Cap 3000 ou à Nice Étoile par exemple, je vais planifier mes activités et mon aidant naturel va pouvoir me suivre sur tout mon parcours en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va être un petit
peu soulagé de savoir qu'à tout moment, la personne, enfin mon aidé, peut recevoir de l'aide à tout moment, potentiellement. Voilà. C'est ce côté sécurisant. Du parcours accompagné, du parcours encadré. Oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser aux aidants de personnes handicapées ou âgées ou début d'Alzheimer, mais aussi à des aidants de personnes de maladies psychiques qui doivent laisser une autonomie et qui sont toujours dans l'inquiétude. Après, par rapport aux jeunes aidants, là, pour l'instant, on met en place ces temps de partage. C'est vrai que notre objectif, c'est une communauté, en sachant que les jeunes aidants, donc on caractérise les jeunes aidants jusqu'à 25 ans à peu près. La difficulté, entre guillemets, pour nous professionnels, et c'est très bien, c'est qu'ils veulent être comme tous les autres, ils ne veulent pas être stigmatisés. Donc, il y a une grande différence entre les jeunes aidants, entre guillemets, et l'aidant familial ou proche, adulte, qui fait sa vie. Et voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça mûrit, ça mûrit. Alors, justement, on a voulu, c'est Karine, c'est ça? Oui. On a voulu Helplease non stigmatisant. Ça a été le départ du projet. On ne voulait pas quand je dis on, c'est la personne qui en a bénéficié la première, on ne voulait pas être stigmatisé et porter un gilet jaune avec le sigle du handicap sur le dos en disant attention, elle a potentiellement un problème. Donc, c'est pour ça que vous voyez à aucun moment dans l'application, ni sur le site Helplease, ni ailleurs, le logo du handicap. On ne veut pas, parce qu'on sait très bien que les ados, les jeunes ados ou les jeunes adultes ne souhaitent pas être stigmatisés et subir quelques pressions qu'on a vécues dans les écoles, les collèges, etc. Donc, c'est vraiment la communauté non stigmatisante. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci infiniment, Daniel. Oui. Sur la lancée de la bienveillance, on va vous présenter la dernière solution du démo d'aujourd'hui avec Benjamin sur la solution OMIS. Voilà, Benjamin, je te laisse la parole. Je te remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Encore un petit peu de concentration. C'est le dernier projet à présenter, mais je vais être rapide et voilà, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Moi, je suis Benjamin, l'un des deux cofondateurs de OMIS. On fait de la cohabitation entre générations d'une manière un petit peu nouvelle. On est parti de deux constats, si on peut dire. En France, il y a 2 millions de seniors qui vivent seuls dans des logements trop grands pour eux et dans des zones attractives. Enfin, quand je dis attractives, c'est où il y a en fait, qui sont dynamiques. Et d'un autre côté, le budget logement d'un étudiant, ça représente 70%. Donc, on veut attaquer en fait deux choses, enfin plutôt résoudre deux enjeux, le mal logement des jeunes dans les grandes villes et la solitude ou l'envie de partager, d'aider un jeune, des personnes âgées. Donc, la solution de la cohabitation intergénérationnelle, ça paraît assez évident et très vertueux, d'autant que l'allongement de l'espérance de vie se fait de plus en plus sentir. En 2050, on sera un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc, c'est une tendance qui est lourde. Donc voilà, donc la cohabitation intergénérationnelle, c'est un modèle qui existe depuis à peu près une vingtaine, trentaine d'années, mais en fait qui a un impact ultra limité en France. Pour vous donner quelques chiffres par rapport à ça, à Paris, donc il y a 200 cohabitations de ce type qui se font tous les ans, contre un potentiel de 140 000 seniors qui ont des chambres disponibles. Et donc sur toute la France, c'est à 1500 cohabitations par rapport à 2 millions. Donc, nous, on a voulu avoir une approche un petit peu différente, un peu hybride, donc à la fois digitale, donc on passe par une plateforme et humaine, on a aussi un petit call center.
on permet donc on s'ancre plutôt dans le cadre juridique de la loi Elan, qui est une loi de 2018, c'est tout récent, et donc qui permet aux personnes, enfin qui définit en fait les cibles déjà, donc c'est les personnes de plus de 60 ans qui peuvent accueillir des jeunes de moins de 30 ans dans le parc privé comme dans le parc social. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le parc social et qui vivent dans des T4, T5, et c'est une part non négligeable en fait dans les parcs sociaux, peuvent accueillir des jeunes sans l'accord du bailleur. Donc forcément, les bailleurs sociaux, ils sont assez intéressés pour pousser ce modèle et pour ne pas le subir. Et nous, on est en lien, enfin, c'est des partenaires privilégiés. Donc le modèle qu'on a choisi, c'est la gratuité pour les seniors. Jusqu'à présent, un senior, il devait payer en fait pour cohabiter avec un jeune. Pour nous, c'est gratuit. On demande simplement des frais de service de 30 € par mois aux jeunes pour la mise en relation et l'accompagnement pendant la durée de la cohabitation. Et en fait, donc la personne âgée peut demander soit un loyer, soit des services, soit un mix des deux. Et nous, on a voulu poser un petit cadre un petit peu pour avoir vraiment une solution qui soit solidaire et en même temps qui soit juste pour le senior. Donc, on plafonne les loyers à 60% des prix du marché. Et l'hébergeant peut demander jusqu'à 5 heures de service par semaine. Donc, en fait, de ce point de vue-là, l'hébergeant, il peut avoir un petit complément de revenu, qui n'est pas rien, une présence qui est bienveillante chez lui et qui peut être sécurisante, et des petits services, donc comme de l'aide informatique, des courses, des accompagnements, loisirs, ce genre de choses. Et le jeune, il a un logement qui est résolument en dessous des prix du marché, dans un cadre en plus agréable avec une personne d'une autre génération qui peut lui transmettre beaucoup. Donc ça, c'est l'activité principale de Homise. Alors après, là, depuis très récemment, on s'est rapproché de résidences seniors. Et donc, il y avait, je crois que c'était Audrey qui était membre d'une résidence senior. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines résidences qui étaient sous-optimisées. Et donc, nous, on se propose, contre une remise, de sourcer en fait des jeunes qui ont un petit projet intergénérationnel et de les placer dans ces résidences seniors. Donc là, on est en test avec 2 groupes de résidences, c'est Arpavie et Corian. Et donc, on va lancer pour la rentrée de septembre. On a un objectif sur cet aspect-là de placer 200 jeunes donc en résidence senior. Et sur l'aspect cohabitation intergénérationnelle, d'avoir 300 cohabitations intergénérationnelles dans 5 zones cibles. C'est Paris, Bordeaux, Lyon, Lille et Nice. Voilà. Ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter rapidement notre plateforme qui est assez simple. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, ça, c'est la page d'accueil. On a une page d'accueil pour l'hébergeant et une page d'accueil pour le jeune. Donc, l'idée, c'est vraiment, et si vous accueillez un jeune de confiance, ce genre de projet, la grande problématique, c'est la confiance. Et on le comprend. Moi, moi, j'ai perdu mes grands-parents, mais quand ma grand-mère, elle vivait seule dans son 150 mètres carrés à Grenoble, j'avais voulu, je connaissais, si j'avais connu ce modèle avant, je l'aurais sans doute présenté des jeunes ou essayer de trouver avec elles ce type de solution. Mais ça aurait été super important pour moi que ce soit un jeune de confiance. Donc nous, en fait, la manière dont on travaille cet aspect confiance, c'est qu'on croit énormément au modèle partenarial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on se rapproche côté jeune d'universités, de centres de formation, d'associations, chez qui on a un référent, Homise, qu'on connaît directement, qui en fait sélectionne des profils qui sont, on va dire, aptes, ou en tout cas qui ont un attrait déjà pour ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et donc, on a en fait ce référent-là qui nous envoie donc ces jeunes. Donc, en ce moment, on est référencé, par exemple, à Sciences Po Paris, à l'Université de Bordeaux, à la Sorbonne. Bientôt, on espère, dans quelques structures de CFA à Nice, dans plusieurs structures aussi du médico-social. Donc ça, c'est vraiment côté jeune. Et ensuite, côté senior, donc on travaille également avec un réseau partenarial. Donc, je vous disais, on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux. Avec des mutuelles, on a eu quelques phases d'expérimentation, c'est surtout des actions de communication avec la Maïf et Malakoff Humanis, et également des services d'aide à domicile, parce que en fait, le fait d'avoir un jeune à la maison, c'est super complémentaire, parce que le jeune, c'est pas un aidant professionnel et il va agir sur d'autres choses, sur des choses pour lesquelles le senior ne payerait pas.
comme par exemple l'accompagnement loisir ou comme des petites aides informatiques. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment, et si vous accueillez un jeune de confiance, c'est pas évident du tout pour ces personnes-là. Elles connaissent pas la cohabitation intergénérationnelle, et en plus, c'est pas quelque chose d'évident quand on a une chambre de libre de se dire tiens, si j'accueillais un jeune. Donc nous on fait ce travail actuellement d'évangélisation, et c'est pour ça que là on pose une question assez ouverte. Vous avez une chambre de libre, on vous trouve le parfait cohabitant. C'est vraiment ça la promesse. Avec 3 piliers, donc un petit complément de retraite, donc avec un loyer voilà, solidaire, 60% des prix du marché. C'est pas rien, mais voilà, ça reste peu cher pour le jeune et quand même intéressant pour l'hébergeant. Des petits services et une présence donc dynamisante et attentionnelle. Le processus, il est assez simple. Donc, le proche aidant ou le senior va préciser ses conditions d'accueil, soit directement sur le formulaire d'inscription, soit par téléphone. Ensuite, il va recevoir donc des profils de jeunes, une petite vidéo de présentation, un descriptif de la personne, la formation qu'il suit ou autre, si c'est un jeune actif, le travail qu'il fait. Donc, il va avoir 5 échanges. Normalement, idéalement, c'est dans la semaine qu'il va faire ces échanges, soit par visio directement sur la plateforme où on l'accompagne, soit par téléphone. Et ensuite, on génère le contrat de cohabitation, donc qui a été rédigé par un avocat spécialisé en droit immobilier, et on accompagne pendant le séjour du jeune. Nous, on vise en fait 2 publics côté hébergeant, c'est les seniors digitalisés, 65-75 ans, donc qui vont être à l'aise sur le site directement, qui pourront nous appeler, mais qui savent utiliser une visio, surtout depuis le Covid, et ils ont dû se forcer, enfin pas tous évidemment, mais certains ont dû se forcer à utiliser les outils digitaux, et les proches aidants, donc 30-55 ans, qui ont des parents qui ont des chambres de libre, et donc là, on va être en lien directement avec eux, et c'est eux qui vont passer par ce parcours digital. Donc là, on a ensuite quelques petits témoignages de nos premières cohabitations, et ici, donc nos principaux partenaires, alors c'est pas du tout exhaustif, et voilà, on a eu un petit POC avec la Poste, donc là, je vous disais, la Sorbonne, l'Université de Bordeaux, SCP, et la Maïf. Voilà, le formulaire d'inscription, il est très court, en fait, au début. Et donc, on demande voilà, des éléments basiques. Et ensuite, nous, on a un entretien individuel avec le jeune ou avec l'hébergeant, où on va poser beaucoup plus de questions et on va creuser un petit peu le projet. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais arrêter le partage. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Puis voilà. Oui, moi j'en avais une. Du coup, parce que moi je suis en résidence autonomie. Quand vous parliez vous êtes rapproché de résidence senior, parce que par rapport à l'habilitation aide sociale, tout ça, c'était des tarifs. Enfin, vous êtes rapproché de personnes qui étaient à titre payant, parce que du coup, nous on a une habilitation, soit c'est l'aide sociale qui paye, qui prend en charge le mois, le loyer. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? C'est peut-être un peu trop du cas par cas là que je vous pose comme question. Non, en fait, il y a 2 cas. Donc, nous, on est en lien avec résidence autonomie et résidence service. Les résidences autonomie peuvent accueillir des publics autres que des personnes âgées jusqu'à 15% de leur parc. Donc, en fait, il y a certaines résidences autonomie d'Arpavie, par exemple, dont je parlais, qui sont sous-occupées. Donc là, elles peuvent accueillir des jeunes. Les APL fonctionnent et ils nous font une remise en général entre 30 à 40%. Et en fait, c'est le jeune qui paye. C'est pas porté par un dispositif annexe. Et ensuite, pour les résidences services, là, c'est plus libre, en fait, c'est plus souple. Donc, pareil, il y a également, on négocie une remise pour nos jeunes. Mais en termes il n'y a pas ce taux de 15%. Ça dépend vraiment des places et de l'envie de la résidence de tester ce modèle ou pas. Mais quand la personne est à l'aide sociale, du coup, concrètement, ça se passe comment? Parce que c'est l'aide sociale qui prend en charge totalement. Oui, moi je suis en résidence autonomie, donc j'ai une habilitation 100% aide sociale, donc j'ai les 3/4 qui sont à l'aide sociale. Donc concrètement, ils ne payent pas eux-mêmes le loyer en fait. Alors en résidence, en fait, je me suis mal exprimé, c'est souvent des studios qui sont mis à disposition des jeunes. C'est pas des T3 qui vont être partagés, c'est souvent des T1 qui sont inoccupés, et donc on va proposer des studios aux jeunes. C'est pas du coup avec la personne, c'est un logement à part. Avec la personne, c'est un logement à part, exactement.
Après, si typiquement dans votre résidence, il y a des personnes qui ont des T3 et qui sont intéressées pour cohabiter, et ben, s'il faudrait trouver quelque chose de juste, un modèle juste, mais peut-être baisser l'aide. Je sais pas, si le loyer il est pris à 100, enfin, il est porté à 100% par l'aide. Oui, oui. Enfin, après, ça dépend c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des revenus de la personne. Il y a une participation, mais j'en ai une bonne majorité où, voilà, leur facture, elle est à 0, c'est 100% aide sociale. Après, nous, bon, les typologies de nos logements ne sont pas adaptées pour accueillir des jeunes, puisque c'est soit des studios, soit chez moi, c'est des 2 pièces. Donc, il n'y a qu'une seule chambre. Mais voilà, c'était globalement, comme vous vous rapprochiez, voilà, des résidents, j'avais du mal un peu à visualiser en termes de prise en charge, comment ça pouvait fonctionner sur des résidences autonomie du parc public, en tout cas. Typiquement, oui, en résidence senior, c'est vrai qu'il y a quelques T3, quelques personnes qui sont en T3. Donc là, c'est possible aussi de mettre à disposition et des studios et des chambres chez donc des résidents seniors qui ont des T3 et qui, à un moment, peut-être que, je ne sais pas, au bout de 3-4 ans, les revenus s'amusent un petit peu et avoir 300 € en plus tous les mois, ça peut être intéressant. Après, oui, je pense qu'en résidence autonomie, c'est vrai que ça n'a pas été creusé, mais il faudrait trouver un modèle. Si le jeune, on peut lui trouver un loyer juste, que le senior, ça baisse encore ses charges et que l'aide sociale, finalement, on fait gagner des sous à l'État, pourquoi pas, tout le monde est gagnant. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut creuser, du coup. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais par exemple, Audrey, est-ce que vous avez... Oui, pardon. Allez-y. Non, je me demandais, Audrey, vous, par exemple, vous êtes en sous-occupation ou des logements qui sont... Non, moi, généralement, j'ai une bonne file d'attente, donc... D'accord, ok. Oui, Karine. Vous avez une question? Oui, alors moi, j'ai une remarque qui m'est venue très vite et une question. Donc la remarque, c'est quand vous avez évoqué l'âge des seniors qui pourraient accueillir un jeune, et vous disiez 65, 70 ans, c'est ça? 65, non, 75 ans. À partir de 60 ans. Oui. Et quand en fait, nous, on vise plus ou moins, soit on est en lien direct avec les aînés de 60-75 ans, parce qu'ils sont plutôt à l'aise avec les outils digitaux, soit on est en lien avec leurs proches aidants, quand on fait cohabiter avec des personnes de plus de 75 ans. Voilà, d'accord. Parce que c'est vrai que je réfléchissais par rapport aux aidants et aux entretiens qu'on a avec ces personnes-là. Et si, quand elles ont une demande de présence au domicile de leurs parents, hein, je fais vraiment très schématique, ce sont des personnes très âgées. Donc, je pense que les personnes jusqu'à 75 ans, mais même 80 ans aujourd'hui, ce serait leur propre demande, mais les aidants, ce serait pour des parents vraiment âgés. Et là, je me pose la question, enfin, je suis sûre que n'importe quel aidant me demandera, mais quelles compétences ce jeune a si mon parent a un malaise, tombe, a une autre demande que comment dire, la lutte contre la solitude ou le partage. L'aidant, quand il commence à s'intéresser de près à la situation et à chercher des solutions, c'est souvent parce qu'il est confronté à un dépassement de toutes ses possibilités à lui. Oui, deux choses à dire là-dessus. La première, nous, chaque jeune qui vient chez nous, ou la plupart en tout cas, et ça va être accéléré, reçoit une petite formation par une psychologue sur en fait qu'est-ce qu'une personne âgée. Donc c'est très mal formulé, mais c'est l'idée, qu'est-ce que ça veut dire en fait de vivre avec une personne âgée et justement comment réagir dans ce cas de situation que vous décrivez. C'est une petite formation qui dure 2 heures, donc c'est pas du tout, enfin c'est pas une formation, c'est plutôt un petit atelier. C'est pas du tout professionnalisant. En fait, dans ce cas de figure, le jeune, ça sera jamais, nous, en tout cas, notre volonté, c'est pas que ce soit un aidant professionnel, c'est pas que ce soit un pro. Donc, dans ce cas de figure, en fait, il nous appelle, ou il appelle, ou nous, on lui donne une fiche en fait d'appel et de choses à faire. Et je veux dire, n'importe quel jeune, s'il voit son cohabitant qui est tombé du lit, par exemple, le relever ou pas le relever, ça, c'est quelque chose qu'il saura normalement. Et quel numéro appeler.
Donc rien que ça, il ne faut pas en fait avoir une formation forcément très poussée pour avoir ces réflexes-là. Et ensuite, oui, non, c'est ça. D'accord. Donc en fait, par rapport à une demande d'aidant, c'est plus voilà, une information par une psychologue qui peut aussi voir l'empathie et la bienveillance de la personne. Exactement, mais c'est encore une fois le jeune. Moi, je pense que si, voilà, ma grand-mère par exemple a commencé à chuter ou ce genre de choses, de toute façon, mettre un jeune chez elle, ça serait pas la solution. Ça serait peut-être la téléassistance, une aidante qui viendrait, professionnelle qui viendrait, je sais pas, 5 fois par semaine, etc. Et en plus, un petit jeune qui, avec le complément de revenu, eh ben, on peut payer quelques services en plus et qui est là pour partager des moments de convivialité. C'est vraiment ça la vision qu'on porte. Peut-être que ça changera, hein, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Tout à fait. Oui. Merci. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges. J'ai trouvé que c'était vraiment très complémentaire, ces 4 solutions, très constructifs. Et voilà, ça montre aussi qu'on peut tous être des acteurs de la bienveillance. Et heureusement qu'il y a des professionnels innovants comme vous qui s'attaquaient à des problématiques que rencontrent certains au quotidien. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous de votre participation, de votre écoute, de vos questions. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir que les formats qu'on propose au CIUS, ça rencontre un écho, c'est très important. Merci beaucoup. Et puis merci Alexandra d'organiser effectivement ça, parce que c'est très intéressant. Il y a une multitude de choses qui existent et c'est quand même nettement mieux quand c'est présenté par des personnes qui en sont les fondateurs. J'ai beaucoup appris. Merci Françoise, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.